Merci et bonsoir une fois de plus. Alors, effet de mode ou réalité de l'heure, le monde entier marque désormais un temps d'arrêt pour passer au peigne fin de l'intelligence artificielle, qui pourtant a toujours partagé le quotidien des grandes économies et intéressé les États émergents. Avec la démission du Canado-Britannique Geoffrey Hinton de Google en mai dernier, regrettant au passage sa contribution au développement de l'IA et sensibilisant par la même occasion sur les dangers, thèses et antithèses de l'IA s'affrontent à travers les continents. Pour autant, on ne le dira jamais assez, l'intelligence artificielle est porteuse de multiples menaces pour la qualité de l'information, en texte ou en image. Les capacités de production de fake news sont innombrables. Mais l'IA offre tout de même de nouvelles possibilités pour lutter contre la désinformation en ligne. Elle peut aider à identifier rapidement des fausses informations et à supprimer avant qu'elles ne se propagent. Son utilisation soulève des questions éthiques. Quels sont les risques, les avantages et les limites de l'utilisation de l'IA dans la lutte contre la désinformation? Pour en parler, invité autour de cette table ronde, même si elle n'est pas ronde, Olivier Martinez, qui est consultant en médias et intelligence artificielle. Il vit en France. Bienvenue. Aussi, nous avons Chine Labé, qui est rédactrice en chef Europe chez New Guard, États-Unis et France. Bienvenue. Alors également, juste à côté, nous avons Damen, qui est journaliste, qui vient de Jordanie. Welcome. Enfin, nous avons le secrétaire exécutif d'Africa Tech qui nous vient tout droit d'Afrique du Sud. Alors, si vous en avez convenance, nous allons commencer par Noko, qui est le secrétaire exécutif d'Africa Tech. On sait tout de même qu'Africa Tech est pionnier et le plus ancien pure player de fact-checking sur le continent africain. Alors, vu d'Afrique du Sud et de ses rédactions un peu partout sur le continent, quelle est votre vision ou alors quelles sont vos appréhensions vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Bien, chez Africa Tech, nous avons pas mal investi dans le domaine de l'intelligence artificielle de façon à pouvoir être plus efficace. Parce que, comme vous le savez, fact-checking, c'est un processus qui nécessite pas mal de ressources. Et nous sommes entrés en partenariat avec Full Fact. C'est une organisation de fact-checking au Royaume-Uni. Et nous avons développé un ensemble d'outils pour nous aider à être très efficace dans notre fact-checking. Principalement, nous utilisons l'intelligence artificielle pour identifier des déclarations. C'était à l'époque un processus plutôt laborieux, à savoir pour identifier des déclarations et en avérer la réalité. Donc nous utilisons l'intelligence artificielle pour faire ce travail de fact-checking. Et cela nous permet de répondre beaucoup plus rapidement aux fake news, aux infox. C'est ce qu'on appelle effectivement la mésinformation. Donc cela nous permet d'avancer plus rapidement. Ça, c'est la vue en interne. Mais qu'en est-il de vos lecteurs sur vos différentes plateformes? Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. C'est-à-dire pour eux, en fait, cela permet, en fait, ils obtiennent ce fact-checking beaucoup plus rapidement que si on utilisait des méthodes traditionnelles. Donc on est en mesure de servir le public de façon plus efficace maintenant. Ok, très bien. Comment gérez-vous l'intelligence artificielle et les contraintes de langue dans le monde arabe? On sait que c'est davantage de l'anglais. Est-ce que, vu du monde arabe, vous avez l'impression de faire face aux difficultés ou alors vous vous adaptez tout simplement?
وإحنا سعيدين جدا يعني كمان إنه نوكو وأفريكا تشيك هم نماذج قدوة لنا في الشبكة العربية لمدققي المعلومات. لأريج اللي هي شبكة إعلامية من أجل صحافة استقصائية عربية، وإحنا اهتمينا إنه ندخل في مجال الذكاء الاصطناعي لأنه في المستقبل القريب جدا سيكون كل صحفي استقصائي وكل صحفي حتى وكل مدقق أو مدققة معلومات هم بدون. Chaque personne travaille dans la vérification a besoin de l'intelligence artificielle et les outils. Et il s'agit de l'éthique par rapport à ces outils. C'est important de compter dessus, de savoir pouvoir répondre à l'ensemble des défis intégrés à la cybersécurité. Ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire. Il y a tellement de changements d'abord. Lorsqu'on parle de la langue arabe, il manque des données. Les machines comptent sur des outils qui sont disponibles en anglais. Mais c'est difficile pour nous qui travaillons avec le Royaume-Uni de vérifier des faits parce qu'on n'utilise pas le même langage. On n'a pas les données. Et la formation de la machine a besoin de beaucoup d'apprentissage. Ce n'est pas le seul défi. Et aussi le défi lié à un manque de connaissance de l'importance de l'AI. Et aussi l'infrastructure informatique, c'est un autre défi qui a à voir avec le fait d'avoir des experts expérimentés dans la gestion de journalistes, etc., et des vérificateurs, les défis par rapport à la gouvernance de tout ça. Et je pense que c'est un vrai défi dans le monde arabe et de respecter l'ensemble de ce qui tourne autour de ça par rapport à l'égalité. C'est important de respecter les droits des consommateurs. Tout cela représente autant de défis, mais on peut aller au-delà et aussi des défis liés au chat GPT. Il ne faut pas être victime de l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir contribuer et en bénéficier dans le travail. Dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. On va y revenir parce que là, c'était le deuxième volet de ma question. Mais je souhaiterais que vous élaboriez davantage sur la problématique de la disponibilité de la data et de la langue. Est-ce que vous avez comme l'impression que le gouvernement de votre pays fait un effort pour rendre l'information accessible? Je voudrais par ailleurs préciser que contrairement à ce qui est marqué dans le programme, vous ne venez pas de Palestine, mais plutôt de la Jordanie. لا مشكلة، أنا أصلي من فلسطين وأنا أردنية، وأنا دائما أؤمن بهذا Je viens du Jordan et je crois à la dimension arabe. Le gouvernement dans ces zones arabes sont concernés et surtout après la pandémie de Covid-19, les applications étaient utilisées pour pouvoir recueillir des très grandes quantités de données par rapport à ça, mais l'utilisation de cette donnée n'était pas pour établir la transparence. Oui, on a beaucoup de données, mais il y a une collaboration sans précédent qui se passe maintenant entre les différentes zones arabes et pays par rapport aux données, mais ce ne sont pas là les données dont on a besoin pour pouvoir efficacement combattre la mésinformation, les fake news dans le monde arabe. Et ça ne nous permet pas de mener des enquêtes, ce qui nous permettrait de découvrir l'origine de ces fake news. Le problème, c'est que le contenu arabe en ligne, comparé à d'autres contenus, et même ce dont on dispose n'est pas vérifié. Il n'y a pas la vérité, il n'y a pas des frais vérifiés. Et on compte sur ces informations qui sont biaisées par rapport à ce dont on aurait besoin pour avoir une contact transparente. On a besoin d'intégrer des outils dans d'autres langues parce que petit à petit, ça va nous arriver.
tôt ou tard. Mais il faut un dialogue entre l'ensemble des sorties des médias pour voir quelle est la meilleure façon d'utiliser l'intelligence artificielle et de travailler avec des organismes internationaux. Je vous en donne un exemple. Avec l'université d'Oxford au Royaume-Uni, on a reçu des documents en arabe et on n'avait que 75% de l'information était disponible. Donc, on avait travaillé avec les OCCRP aussi. Ce sont des experts dans la matière. On essaye de convertir la calligraphie arabe en une image que peut lire l'intelligence artificielle, ce qui permettrait une meilleure compréhension de cette reconnaissance. Donc, il faut une collaboration avec des organismes partenaires de manière à pouvoir faire des progrès dans le monde arabe. Chine, je voudrais à présent venir avec vous. Vous avez récemment publié une excellente étude en rapport avec la dorsale de cette table ronde, notamment l'intelligence artificielle. Est-ce que, à la lumière des résultats de ce rapport, vous pensez que ChatGPT deviendra le meilleur propagateur d'informations et de données? Oui, c'est exactement le nom qu'on avait donné à sur le sujet chez NewsGuard en janvier dernier. Donc on avait déjà quelques mois de recul puisque c'est en novembre 2022 que ChatGPT a été lancé pour le grand public. La question aujourd'hui, elle paraît presque naïve 6 mois plus tard. La réponse évidemment est oui. En janvier 2023, la question l'expérimentation qu'on a voulu faire, c'est si on pose une question orientée, puisque l'idée c'est si l'outil tombe entre des mains malveillantes, est-ce que ça peut être utilisé pour diffuser de fausses informations. Donc si on pose une question orientée sur un sujet bien connu de mes informations, du type Barack Obama est né au Kenya, est-ce que l'outil va produire un texte cohérent et qui a l'air fiable sur le sujet. En janvier, donc quand on a fait le test, c'était la version 3.5 de ChatGPT, pas la version actuelle. Dans 80% des cas, l'outil s'était effectué de manière très efficace, avait produit ces textes qui ressemblaient trait pour trait à des textes qu'on peut trouver sur des sites de mésinformation. On a refait l'enquête en mars, donc 2 mois plus tard, avec ChatGPT 4, qui était beaucoup plus performant et censé être beaucoup plus fiable aussi, selon les dires d'OpenAI. Et là, c'était dans 100% des cas que l'outil s'est effectué, a produit des textes de désinformation, y compris même sur cette idée que Barack Obama serait né au Kenya, alors que 2 mois plus tôt, la version précédente de ChatGPT s'était refusé à produire ce récit-là, puisque des garde-fous avaient été mis en place. Donc ça veut dire que il y a des garde-fous, il y avait des garde-fous. Dans la dernière version, il semble qu'il y en ait moins. En tout cas, c'est ce que cette expérimentation, qui est une petite expérimentation, semble montrer. Donc effectivement, c'est très inquiétant parce qu'imaginez dans les mains d'un acteur malveillant, d'un État qui souhaite diffuser de la propagande à large échelle, ça prend 1 microseconde pour créer de longs textes. Il suffit de dire à l'outil, voilà, à la manière de fais-moi un texte en 6 parties, fais-moi un script pour la télévision d'État, par exemple, et c'est très efficace et visiblement il manque des garde-fous. Et j'ajouterais juste, puisqu'on a une audience très internationale aujourd'hui, qu'on a fait l'expérience aussi en chinois pour voir est-ce que les résultats sont différents dans différentes langues. On a fait l'expérience en chinois simplifié, chinois traditionnel versus anglais. En anglais, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de garde-fous. L'outil se refusait à produire des récits connus de mésinformation. Dans quasiment tous les cas, en l'occurrence, on a testé des récits liés à la Chine, donc sur les Ouïghours, sur l'origine du virus Covid-19. Et en chinois simplifié et en chinois traditionnel, l'outil s'est exécuté pour reproduire ces récits faux de manière avec beaucoup de brio et dans tous les cas. Donc c'est inquiétant parce que avec ChatGPT et d'autres outils d'IA générative, ça prend quelques secondes et c'est encore plus efficace aujourd'hui de traduire. Donc s'il y a des lacunes dans certaines langues, et on parlait en l'occurrence à l'instant des lacunes en arabe, on n'a pas testé, mais je suis sûre qu'on retrouverait des choses similaires dans d'autres langues. C'est très inquiétant effectivement pour des acteurs malveillants qui voudraient lancer des campagnes de désinformation à moindre coût et à très large échelle demain. Alors, dans votre propos, on perçoit clairement une progression de ChatGPT entre une première utilisation et une deuxième utilisation plus tard.
avec beaucoup d'améliorations. Alors, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette amélioration? Est-ce un trop plein d'activités sur les réseaux sociaux, sur Internet, notamment pour ce qui est de tout ce qui est code source ouverte, ou alors c'est plutôt des personnes derrière ChatGPT qui essaieraient de nourrir ChatGPT avec des données? Alors là, c'est vraiment entre janvier et mars, ce qu'on a observé, c'est que, comme OpenAI le disait, d'ailleurs, ChatGPT est devenu plus efficace. Il est devenu aussi plus efficace pour réussir le barreau, pour réussir, pour faire des tâches. Et il est aussi, malheureusement, devenu plus efficace pour relayer avec beaucoup de conviction et en faisant passer cela pour des informations fiables, relayer de fausses informations. Donc effectivement, c'est inquiétant. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir suivre ces outils de près et essayer de forcer les créateurs, les développeurs d'outils d'intelligence artificielle générative à nourrir leurs algorithmes avec des données fiables qui permettent justement d'avoir ces garde-fous. Puisqu'on l'a vu dans certains cas, l'IA c'est possible de forcer une IA à se refuser à reproduire des infos dont on sait qu'elles sont vraiment fausses. Donc il est possible de faire quelque chose. Je pense que montrent nos études, c'est qu'il faut qu'on s'en occupe. Et les utilisations dont je parlais, massives, campagnes de désinformation, on ne les a pas encore vues. Avec des outils comme ChatGPT, mais on a déjà vu des utilisations par des États, notamment par la Russie, de cet outil comme d'une source faisant autorité. En avril dernier, RT, donc la télévision d'État russe qui a été interdite de diffusion dans l'Union européenne, s'est servi d'un tweet d'un internaute qui avait demandé à ChatGPT: liste-moi tous les coups d'État qui ont été orchestrés par les États-Unis. Dans la réponse, ChatGPT listait Maïdan en 2014 en Ukraine, et RT s'en est servi comme si cela était une preuve que, vous voyez, Maïdan, c'était un coup d'État orchestré par les États-Unis. Donc l'utilisation de l'IA à des visées de propagande, elle est déjà là, mais c'est que le début. Et la création de campagnes massives, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on se prépare, parce que ça va être de plus en plus facile. Alors là, on est déjà prévenu et je crois qu'on ferait tout pour faire attention à cela. Alors Olivier, avec vous, je ne trahirai certainement rien en disant qu'il y a environ 8 mois, vous avez soutenu un mémoire à Sciences Po sur la question de l'IA et vous êtes également un spécialiste des médias. Alors, quelle est la réaction des médias face à l'intelligence artificielle? Alors, les médias français que je connais, en fait, ce que vient de dire Chine, en fait, on se rend compte que ChatGPT, en tout cas les modèles de langage, ne sont pas une source de vérité. Au contraire, la vérité, ça n'existe pas pour ces modèles de langage. Ils sont dans un autre monde que nous. Il ne faut pas prendre ces outils pour des outils de vérité factuelle. Ces outils ne sont pas dans la même dimension que nous et sont des outils probabilistes. Ils sont en train de calculer la probabilité qu'un mot suive un autre. C'est pas magique, hein, il n'y a rien de magique là-dedans. Mais ce qui fait que nous, on interprète, on donne une telle force au langage que tout ce qui est créé par quelque chose qui ressemble à notre langage, on lui donne une très très grande force. Et donc on interprète un écrit de ChatGPT comme étant une vérité factuelle, et ce qu'il n'est pas. Petites stats qui ont été faites, il y a 40% des informations factuelles qui sont fausses dans les réponses de ChatGPT. En gros, c'est à peu près le nombre. Alors il y a des sujets où c'est 100%, puis il y a des sujets où c'est 0%, parce que ces outils ne se basent pas sur des bases de connaissances. Ils sont juste là pour discuter avec nous. Il faut leur rajouter des bases de connaissances après. C'est ce que dit Chine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir éduquer ces outils. Il va falloir leur dire, ça, tu ne parles pas de ça comme ça, ou en tout cas, ça n'existe pas. Ils n'ont qu'une prise sur la réalité. Je voudrais revenir aussi sur la dimension des autres langues. ChatGPT et tous les modèles de langage actuels sont entraînés sur des textes qui viennent du monde anglo-saxon ou de l'Europe de l'Ouest. Tout le reste du monde n'existe pas pour ces outils. Il n'existe qu'à travers le regard d'écrits américains ou européens. Donc ça montre aussi que ces outils sont biaisés de la manière dont ils regardent le monde, dans la manière dont ils peuvent le retranscrire. Et ça, dans les médias, ça se sent en fait quand on utilise, quand on voit les choses. Quand on voit ce qui a été fait sur RT, par exemple, effectivement, il y a eu Maïdan, etc. Mais en fait, c'est un regard qui était déjà porté dans le monde occidental. C'est-à-dire que c'est quelque part quelqu'un qui a, à un moment donné, produit un texte de fake news, il faut le dire, de fausses informations sur ce coup d'État qui aurait été perpétué du côté de l'Ukraine. Donc il faut bien voir que ces outils ne sont en aucune manière une source de vérité.
Alors, vous avez dit tantôt qu'il y a des parties du monde qui, pour ChatGPT, n'existent pas. Ailleurs, il y a des pays qui sont très avancés sur les questions de législation et de réglementation. Tout récemment, au Cameroun, des organisations se sont assises pour publier un appel pour attirer l'attention des gouvernants, de la société civile sur les potentiels dangers de ChatGPT. Est-ce qu'elles sont allées un peu trop vite en besogne? Je ne sais pas si c'est allé trop vite en besogne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces outils, alors on parle de ChatGPT, mais il y en a d'autres. Un Bard est disponible en France depuis ce matin. Il y a un autre modèle qui s'appelle Claude 2, qui est fait par Anthropic, qui est une boîte concurrente à OpenAI, qui est sortie il y a 2 jours aussi. C'est à peu près les mêmes types d'outils. Ils sont basés sur les mêmes technologies de modèles de langage qui apprennent sur des corpus énormes. Et encore une fois, tous ces corpus viennent du monde occidental. Donc en fait, le danger pour les pays qui ne sont pas du monde occidental, c'est de produire du contenu à partir de ces outils qui va refléter non pas leur point de vue, en fait, mais qui va refléter le point de vue occidental, américain ou européen de l'Ouest. Et vraiment, c'est le vrai biais de ces outils, encore plus que le fait d'avoir des infos fausses ou factuellement fausses. Le vrai biais, il est là. C'est-à-dire que pour le monde entier, pour l'instant, il y a 2 camps. Il y a le camp occidental et puis il y a le camp chinois. Mais le camp chinois, on ne peut pas y aller, on ne peut pas utiliser les IA. En tout cas, personnellement, je ne peux pas, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas si peut-être des gens ici, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a 2 camps qui produisent des outils qui sont capables de nous manipuler au sens large du terme, hein, c'est-à-dire aussi bien dans le bien que dans le mal, mais qui ont à chaque fois un regard particulier sur le monde. Alors, puisqu'on parle des médias, on va y rester avec Noko. Juste pour comprendre, est-ce que vous avez l'impression qu'avec l'intelligence artificielle qui s'améliore au jour le jour, comment les fact-checkers devraient en tirer profit? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste pour améliorer à la fois la productivité éditoriale et même la qualité de cette production éditoriale? Yeah, I mean, I would argue that Je dirais qu'il y a une utilité dans ces outils pour les vérificateurs de vérité. Et je ne parle pas de ChatGPT. L'AI, c'est beaucoup plus divers et beaucoup plus complexe que ChatGPT. Il y a aussi des engins de recherche. C'est important de savoir ce qu'on utilise et pourquoi on les utilise. Stratégiquement, on engage des outils pour nous aider dans le travail qu'on fait. Donc c'est important. Et je vais parler précisément pour la communauté des fact-checkers, parce que c'est très fatigant ce qu'on fait. C'est beaucoup de travail. C'est sans fin, en fait. Mais on doit contrôler l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on fait. Éduquer l'intelligence artificielle pour tirer un meilleur parti. Alors, je vais reprendre. Olivier disait tantôt qu'il va falloir éduquer l'intelligence artificielle pour tirer parti. Et de plus en plus, on semble conseiller des fact-checkers à travailler avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au niveau d'Africa Tchèque, vous êtes une longueur au-dessus dans l'éducation de cette intelligence artificielle? use of artificial intelligence for schools? Vous voulez dire pour les écoles, l'utilisation pour l'école ou pour le public? Pour les journalistes. Nous sommes au tout début de ce travail, donc focalise uniquement sur la vérification. Et l'outil qu'on a développé à 4 facteurs sont disponibles pour tous les journalistes. Mais si vous formez l'outil pour faire le travail que vous attendez, vous pouvez en tirer pleinement profit. Mais je vais y revenir tout à l'heure. On va parler de l'outil qu'on utilise pour nous aider dans le travail qu'on fait. Merci beaucoup. Alors, je veux revenir avec vous. Vous avez commencé à parler des questions d'éthique. Alors, comment rester ou alors comment observer l'éthique en utilisant l'intelligence artificielle malgré les barrages à la fois technologiques et même de langue? يعني من المهم أن نعرف أننا نحن نزود
fournit l'AI avec l'information, avec toute l'information que vous posez en ligne. Donc, lorsqu'on utilise des médias sociaux, quand on ouvre un compte à Facebook ou Twitter, en fait, on alimente, on fournit l'Internet pendant des décennies et des décennies avec des données. Et quand on parle de données, on parle pas seulement texte, des images, des vidéos, des photos, parce que les machines aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes, mais plus intelligentes quand on parle de vidéos et d'images et big data, qui est dans le coup, dans la recherche, dans les études académiques, qui ont été menées depuis plus de 30-40 ans maintenant par rapport à cette question. Donc à l'heure actuelle, du point de vue de l'éthique, pendant des générations et des générations ont contribué aux réalisations qu'on a constatées aujourd'hui. Je peux vous en donner un exemple en arabe. On va essayer de le traduire en anglais ou en français. Et là, j'aimerais remercier les interprètes vers l'arabe parce qu'ils interprètent des mots, mais ils essaient d'interpréter les émotions, des réactions. Ils m'aident en fait vraiment à participer dans cet événement. Donc, on dit en anglais, third time is a charm. Et vous pouvez vous tromper la première fois et la deuxième fois même aussi. Vous pouvez 2 erreurs, mais pas 3. Et notre génération est passée déjà sur les 2 phases. Tout d'abord, à la naissance d'Internet, je me souviens du premier mail que j'ai envoyé. La deuxième erreur, avec l'émergence des smartphones, et là, on a eu aussi des inquiétudes par rapport à l'éthique, la vie privée, etc. Et on a commis des erreurs catastrophiques pour la société civile, les institutions. On a fait déjà beaucoup plus que l'erreur 1 et l'erreur 2. Et là, on va pas. Et notre seul espoir, c'est de ne pas faire la troisième erreur. À l'heure actuelle, c'est le fait que vous n'êtes pas conscient des dimensions de l'intelligence artificielle. Avec Internet, de la même manière, les smartphones. L'objectif aujourd'hui, c'est la suivante. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas se retirer, mais il ne faut pas non plus verser toutes nos informations dans le domaine public. Parfois, on fait des investigations, des enquêtes. Il ne faut pas verser toute cette info, les applications et les informations de le domaine public. Il faut être sélectif, il faut faire attention. On ne peut pas reculer, non. Mais c'est difficile. Mais il faut passer ensemble là-dedans. Il faut établir des alliances parce que toute petite entreprise, si ils sont bombardés par cette quantité énorme d'informations, il faut que ça fasse partie d'un partenariat réel pour faire des progrès. La frontière n'est-elle pas maigre entre la paresse et le travail bien fait avec l'existence de l'intelligence artificielle? يعني من المهم إنه نقول إنه الذكاء الاصطناعي معتمد على الذكاء البشري. Là, il dépend de l'intelligence humanitaire. Et c'est ça qui a généré IA. Et l'intelligence humaine nous permettra de constater comment on peut faire appel à certains mécanismes et outils qui sont des outils qui sont là pour nous gagner du temps, pour nous épargner un travail routinier. Mais ça ne sera jamais généré par des machines. Et à l'avenir, bon, ces machines vont peut-être faciliter notre travail, mais ils ne pourront pas nous contrôler. On ne peut pas arriver à un point où on peut considérer que c'est les machines qui sont les piliers et que nous qui sommes les créateurs. C'est nous qui avons créé des voitures, qui avons fabriqué des voitures, on a créé le ChatGPT aussi. Et tôt ou tard, on va pouvoir le contrôler. Il ne faut pas sentir qu'on sera contrôlé par l'IA. Mais il faut craindre les régimes autoritaires qui peuvent faire appel à cela pour pouvoir mieux nous contrôler et générer davantage de mésinformations, de mensonges et de contrôler l'espace cyber. C'est pour ça qu'il faut maîtriser l'utilisation de ces outils de manière à nous donner les moyens d'avoir des productions et des garanties pour qu'on puisse disséminer des informations fiables. Merci. Je voudrais vous poser à vous, Chine, presque la même question, mais autrement. Vous faites observer notamment que de plus en plus des sites d'information génèrent leur contenu avec l'aide de l'IA. Alors, raccourci ou simple paresse?
Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Ce que nous, on s'est mis à documenter depuis quelques mois et à recenser, c'est le nombre de, on appelle ça des sites d'information non fiables générés par l'IA. J'ai oublié, mais l'acronyme c'est UAIN en anglais. Et on en a recensé, on en avait recensé 49 début mai, on est à 331, je viens de vérifier ce matin. Donc il y a une vraie prolifération de ces sites. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas se servir d'intelligence artificielle pour nous aider, comme le disaient très bien mes deux collègues à ma gauche. Je pense que l'IA peut nous servir, même pourquoi pas, à créer certains types de contenus. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que de nombreuses agences de presse utilisent l'IA depuis déjà de nombreuses années pour générer des résultats sportifs, des genres de choses qu'on peut générer facilement sans un journaliste derrière. Le problème avec ces sites qu'on recense, c'est que c'est des sites qui n'ont pas de supervision humaine. Le problème, c'est quand on donne, et donc c'est exactement ce que disait ma collègue, c'est que si on n'a aucun contrôle humain et qu'on laisse le contrôle absolu à la machine, alors il peut tout se passer. Et on voit aujourd'hui, on a vraiment des fermes de contenu, hein, comme on voyait des fermes de contenu en Europe de l'Est il y a quelques années, des fermes de contenu générées par l'IA où il n'y a absolument aucun contrôle humain. Comment on les repère? C'est très facile parce qu'on trouve plein d'articles avec des messages d'erreur. En tant que langage d'IA, je ne peux pas vous produire ce contenu, donc on se rend compte qu'il n'y a pas de contrôle éditorial. Et pour l'instant, ces sites, c'est des sites de piètre qualité qui ne sont pas très dangereux en soi. C'est des sites qui sont en gros créés pour générer du clic et faire de l'argent grâce à la publicité. Donc il n'y a pas un danger à ce stade. Souvent, c'est pas très bien écrit. C'est des articles un peu qui sont là pour générer du clic, donc de l'entertainment. Le problème, c'est que voilà, on voit très bien que si ces sites sont utilisés pour générer de la désinformation, des sites de désinformation qui ont l'air d'être des sites tout à fait fiables, ça va être de plus en plus difficile de contrôler ces contenus parce qu'il y aura une masse absolument incroyable et de s'y repérer, puisque si le site ressemble à un site d'actualité classique, mais qu'en fait il n'y a pas de contrôle éditorial derrière, c'est un vrai danger. Donc je pense que l'important, c'est de se souvenir que l'IA peut être un outil, peut être un allié, puisque le titre de cette conférence c'était allié ou ennemi, mais il ne faut pas qu'il prenne notre place. Et le contrôle éditorial va rester important. Et on a déjà vu, je dis que pour l'instant ces sites ne sont pas très dangereux, on a quand même déjà vu un site dans ces 330 qu'on a recensés à ce jour, qui a annoncé la mort de Joe Biden en avril. Joe Biden n'est pas mort, mais donc qui a voulu déjà diffuser de fausses informations. Donc le danger, il est déjà là. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour ce round. Pour Olivier, vous qui bénéficiez d'une très grosse expérience dans les médias et vous venez d'ajouter une corde à votre arc, notamment avec l'intelligence artificielle, quel conseil pour les médias quand on sait bien que, par exemple, Facebook réfléchit à voir s'il faut carrément enlever de sa plateforme des informations générées par l'IA et que c'est pour des journalistes une des sources d'informations. Quel conseil? Oui, Meta voudrait retirer les sources d'informations générées par l'IA de Meta, mais voudrait aussi, développe aussi son propre modèle d'IA pour générer des sources d'informations par elle-même. Donc c'est plutôt du business qu'autre chose. Comme je viens de dire, Chine, en fait, le contrôle est primordial. En fait, la personne qui appuie sur un bouton, c'est l'humain, c'est pas la machine, elle le fait pas toute seule. Ça fait très longtemps qu'on fait de l'automatisation dans la presse, depuis le début d'Internet, en fait, quasiment. Effectivement, on parle des résultats sportifs, on peut parler de la bourse, on peut parler des élections, des résultats électoraux. Voilà, c'est des choses qui se pratiquent, mais qui ont toujours eu une dimension humaine. Il y a toujours eu un humain qui a vérifié que ce qu'on disait, ce qu'on publiait n'était pas totalement hors sol. Ce qui se passe actuellement avec ces outils-là, c'est que ces outils sont capables d'avoir une production de contenu qui est réelle pour les gens, au niveau du texte, mais encore plus au niveau de l'image. Si vous prenez des outils comme Midjourney ou Stable Diffusion, on est capable de produire des images qui sont photoréalistes. Alors, il y a encore quelques petits soucis, on arrive encore à voir, mais au fur et à mesure des améliorations de l'algorithme, en fait, on voit très bien qu'on arrive à un photoréalisme quasiment parfait. Et ça va être une question d'éducation des gens, déjà des médias eux-mêmes, c'est-à-dire il va falloir douter de tout encore plus,
Bah ouais, il va falloir encore fact-checker à longueur de temps. Il va falloir aller chercher l'information encore plus. Il va falloir même pas faire confiance à l'information de son camarade de bureau. Parce que l'info que va vous donner votre camarade de bureau, va falloir aussi aller la checker. Non, non, mais ça devient... car on est capable de produire des informations qui ont l'apparence du vrai. Et tous les médias se retrouvent face à ça, sans exception. Hein. Et que ce soit de la presse écrite jusqu'à la télé. Pour l'instant, l'IA qui génère des vidéos qualité broadcast, ça n'existe pas. Mais il y a des outils qui sont capables de générer des vidéos de 15 à 20 secondes qui ont l'air d'être réelles. Donc, ne pensez pas que ça ne va pas arriver. Dans un an, c'est là. Donc il va falloir regarder à longueur de temps ce qu'on est en train de diffuser et toujours avoir le dernier clic, c'est pour l'humain. Alors, autrement dit, vous êtes de ceux qui appellent au fact-checking comme étant un genre journalistique à part entière. Alors, je ne suis pas journaliste, donc je ne vais pas... mais oui, de toute façon, oui, c'est obligatoirement. Obligatoirement, il faut, à un moment donné, se dire que face à ces outils, on n'a pas le choix, en fait. En vrai, on ne va plus avoir le choix. Et ça va bien au-delà des journalistes. Hein. Ça vient, nous, en tant que personnes, on doit aussi faire très attention à tout ce qu'on voit, encore plus que cette belle période des réseaux sociaux qu'on a tous vécu avec ces superbes informations qu'on se passait tous en chaîne et des informations fausses. Mais là, on va être submergé réellement par quelque chose. Des images, c'est surtout les images, moi, qui me font un peu peur. C'est-à-dire que quand on a vu ne serait-ce que le pape en doudoune ou Emmanuel Macron dans les rues de Paris ou le vieux monsieur entre deux CRS, ces images-là ont tout de suite eu un retentissement, même si on a très vite vu qu'elles étaient fausses. Il y a quand même quelque chose qui parle beaucoup plus fort à l'être humain. Et on va avoir très très rapidement, vous allez voir des photos, des vidéos qui vont arriver très vite, et des sons. J'oubliais les sons. On peut cloner. J'ai cloné ma voix en 5 secondes. Hein. Donc, bon, elle n'était pas terrible, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, ça fait le job. Voilà. Donc, il va falloir faire très très attention avec ces outils. Ok, merci beaucoup. À présent, je vous propose une communication avec le public. Donc, on va renvoyer notre micro dans le public. Certainement, beaucoup de personnes brûlent d'envie de mieux comprendre sur l'usage de l'IA et comment se l'approprier. Tant beaucoup de gens s'interrogent sur notamment ChatGPT, l'intelligence artificielle et bien de choses. Donc, on va renvoyer la parole dans le public pour éventuellement des questions et même des commentaires. Hein. Nous sommes preneurs. J'arrive avec le micro. Thank you for the... Merci de ces échanges. J'ai beaucoup lu sur l'Internet et le journalisme, en particulier lorsque je faisais mon mémoire nos études. On dit que l'Internet n'est pas là pour être en compétition avec les journalistes, mais pour compléter le travail. Que pouvons-nous dire entre cette influence du net et du journalisme? Et quelles sont les valeurs au cœur du journalisme qui s'érodent? Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire plus de nuages à l'horizon pour les journalistes? Parce que l'intelligence artificielle peut un jour prendre le comité de rédaction en maîtrise et peut en prendre le contrôle, et ça peut être un véritable désastre pour notre travail. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes? Excusez-moi. Je me présente Boris Karloff, je suis journaliste pour Buea, c'est la région qui se trouve au sud-ouest, dans le sud-ouest du Cameroun. De vous va réagir et puis on renvoie la parole dans le public. Merci, bonjour, je suis Marthe Akissi, journaliste ivoirienne sur les questions d'environnement. Alors ma question c'est comment rendre crédible un article ou une investigation en faisant appel à des images générées par l'IA sur des questions assez sensibles comme les viols ou le terrorisme?
Peut-être on peut faire une première salve de retour, parce que s'il y a les 4 personnes qui veulent répondre aux 2 questions... Ok, déjà, d'accord, ça... oui, faisons ça. Alors, le micro, qui veut bien commencer? Okay. Il est facile de penser que tout ce qui est nouveau, hein, c'est un peu ma réponse à la collègue du Cameroun, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on pense que c'est une mauvaise chose, une mauvaise nouvelle. On a tous lu des articles qui disent que l'intelligence artificielle va remplacer de nombreux salariés et va prendre le contrôle. En fait, je dirais que, comme toujours, certains emplois vont disparaître, tandis que d'autres vont apparaître, vont naître. Et donc, il faut en savoir plus, hein, et développer notre connaissance de l'IA. Et nous avons lancé l'initiative. Alors, on a par exemple l'initiative Google News. Ça nous permet de lancer cette initiative, ce qui sera le cas le 16 juillet. C'est une initiative qui va nous aider à en savoir plus sur l'intelligence artificielle. Nous devons en savoir plus sur l'IA. On ne doit pas être marginalisé, on ne doit pas avoir peur de l'IA. En termes de crédibilité, nous devons faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience concernant les droits de production, les droits de rédaction, la protection des images, et pour faire le distinguo entre une vraie image et une image construite, fabriquée. Et nos journalistes utilisent l'intelligence artificielle pour préparer leur mémoire de thèse et pour faire des références et notes de page, notes de bas de page. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait un vrai dialogue pour savoir comment nous pourrons travailler à l'avenir, comment trouver un équilibre entre l'intelligence artificielle à l'avenir, à savoir quel sera notre rôle, comment va-t-il articuler pour être en première ligne de la protection des droits de production, de la propriété intellectuelle et la protection des droits des artistes, des graphistes. On ne doit pas c'est là, les bras croisés devant les machines, mais on doit essayer de comprendre comment faire évoluer les choses, non seulement au niveau régional, mais au niveau international. Awan, je pense qu'il faut voir ce moment comme une opportunité pour le journalisme. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est sûr que ça va menacer certains travaux de journalistes. Aujourd'hui, on a beaucoup de sites d'information qui existent et qui écrivent tous la même chose. Peut-être que ça sera plus possible demain, mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est l'occasion pour le journalisme de se réinventer, de réfléchir à qu'est-ce que je peux produire comme contenu que l'IA générative ne pourra pas et qui a vraiment de la valeur, de remettre en valeur des sujets vraiment de niche, des expertises particulières, le reportage de terrain que l'IA ne pourra jamais faire. Et puis aussi, je pense que c'est une opportunité pour le journalisme de se remettre en question et de regagner la confiance des gens et de travailler sur comment je montre que je suis moi crédible dans cet océan de contenu généré par l'IA. Comment je dis que moi, ma marque, mon site, mon média, il est crédible et comment je regagne cette confiance du lecteur. Et je pense que c'est hyper important parce que la confiance dans les médias a beaucoup baissé ces dernières années dans le monde entier, notamment avec la pandémie de Covid-19. Et elle va baisser encore plus, c'est sûr, parce que comment savoir demain si cette photo est crédible, si ça c'est un vrai site ou c'est un site généré par l'IA avec aucun journaliste. Mais c'est une vraie occasion pour recréer des marques médiatiques fortes. Et je pense qu'il faut s'en saisir et que c'est un moment super enthousiasmant en fait pour les journalistes. Moi je suis journaliste et je pense que c'est un moment de faire des choses. Et juste pour la seconde question, je pense que ce qui va être hyper important demain, c'est la transparence la plus grande sur comment on utilise l'IA de manière très précise dans toutes les rédactions. Donc quand on utilise une image générée par l'IA, il faut le dire, il faut que ce soit hyper clair, hyper visible, prominent pour les lecteurs. Beaucoup de médias commencent à sortir des chartes liées à l'utilisation de l'IA générative. Mais beaucoup sont assez vagues pour l'instant. Je pense qu'il va falloir se poser vraiment des questions très précises et avoir des chartes ultra précises pour que les lecteurs puissent nous faire confiance et qu'on mérite cette confiance. Et il y avait une question aussi là de Alpha.
Il est où le micro? Là, ok, allez-y, je vous en prie. مساء الخير أنا رحمة ضياء صحفية من مصر عندي تعليق. Alors moi je suis journaliste d'Égypte, j'ai comme une observation, une question. J'aimerais dire que de nombreux chercheurs et experts qui travaillent dans le domaine du changement climatique, lorsqu'ils posent des questions à ChatGPT, à savoir comment nous pouvons lutter contre le changement climatique, eh bien pour renforcer le développement durable et réduire les émissions de CO2, ChatGPT n'a pas traité d'autres sujets d'importance comme la réduction de la consommation de combustibles d'origine fossile. Et qu'en est-il du plan pour l'avenir? L'IA ne nous aide pas à combattre le changement climatique. Et là, on dit que l'intelligence artificielle n'est pas limitée à ChatGPT. La question est de savoir quels sont les autres outils sur lesquels on peut compter pour lutter contre le changement climatique dans le cyberespace. Quelles sont les règles que l'on peut mettre en place? Car l'intelligence artificielle peut nous aider. À mon avis, assez large. Et après, on reprendra la question d'Alpha. Il y a plusieurs questions, Khaled, etc. etc. Allez-y. Je vais essayer de répondre. Déjà, ChatGPT, ce n'est pas, encore une fois, un modèle de vérité. Ce n'est pas quelque chose qui va vous donner des réponses. ChatGPT est une IA qui est là pour converser avec vous. ChatGPT n'a aucune espèce d'idée de ce qu'est le monde réel. Donc, il ne pourra pas donner des réponses sur le changement climatique. Il n'est pas fait pour ça. Il est juste fait pour qu'on ait une conversation avec lui. La deuxième partie de la question, c'est l'IA en tant que telle. Est-ce qu'il y a des modèles, par exemple de machine learning, des réseaux neuronaux qui pourraient aider les chercheurs à trouver des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique, pour améliorer l'humanité, etc. J'ai envie de vous dire oui, mais encore une fois, il faut en avoir la volonté humaine de les développer. Et c'est toujours le même problème. Quelle est la volonté humaine de développer ces machine learning, ces algorithmes qui vont nous aider? Qu'est-ce qui est fait actuellement? Actuellement, on préfère développer un chat GPT. Voilà. C'est ma réponse. Can I respond quickly? Je peux répondre. Est-ce que je peux me permettre de répondre rapidement? J'aimerais insister sur ce point. ChatGPT n'est pas de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'IA. L'IA, c'est un énorme domaine. Je parle ici de la façon dont on peut utiliser l'intelligence artificielle. Ça ne ressemble à rien à ChatGPT. C'est véritablement un outil qui utilise certaines entrées et certaines données. Donc on peut avoir de multiples outils AI qui ne ressemblent absolument à rien, en rien à ChatGPT. Donc utiliser un outil qui génère du fact-checking, utiliser un outil qui va identifier des déclarations de fact-checking pour permettre de vérifier ces déclaration. Donc nous, on utilise des outils de recherche pour confirmer les informations et pour soutenir justement ce travail de vérification. Khaled, would you like to... Khaled Suleiman, je suis un journaliste environnemental, donc j'ai deux petits commentaires sur tout ce qu'on parle. Premièrement, je pense que on ne peut pas éduquer l'intelligence artificielle. Si on peut rééduquer l'humanité, ce qui a fait sur la Terre, alors on peut éduquer l'intelligence artificielle. Deuxièmement, je pense que ce système, c'est un système sélectif. Comme un journaliste environnemental, quand je vais sur Internet, Google, n'importe quelle autre plateforme, juste j'ai des réponses bien précisées et je trouve jamais des détails. Juste, par exemple, je finis ma phrase avec ça, juste pour, par exemple, l'an 1979, la compagnie ExxonMobil a fait une recherche sur les effets d'énergie fossile sur la planète. Alors, les résultats étaient terribles, mais on ne parle jamais de ça. Et si, comme un journaliste, j'ai une suggestion pour mes amis, mes collègues, d'être
très prudents à propos de ça. On doit préciser notre question, notre recherche pour trouver des bonnes informations. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Non? Il y avait une question là, oui. Et n'oubliez pas de vous présenter. Hello everyone, I'm Rabib Aloui, director. Je me présente Rabib Aloui. Je suis directrice de la plateforme Check, Being Check en Tunisie. Ma question s'adresse à vous tous dans le domaine du populisme, à l'ère des théories du complot, du populisme, de la mésinformation, de l'intelligence artificielle. Comment restaurer, comment regagner la confiance des lecteurs? Parce que de notre point de vue, nous traversons une période marquée par la crise de la confiance, en particulier dans le journalisme. Cette question s'adresse à chacun d'entre vous. C'est tout, je vais être courte, mais c'est une question qui me passionne parce que chez NewsGuard, tout notre objet, c'est de... En fait, la base de notre travail, c'est d'aller évaluer la fiabilité des sites d'information. Donc, on a des critères qui sont des critères journalistiques vraiment de base que je pense vous, en tant que journaliste, connaissez et respectez. Et c'est vraiment des choses très simples. Est-ce que le site va corriger ses erreurs, présenter les informations de manière responsable? Ce genre de choses très, très simples. Et notre objectif, là, en faisant ça, c'est à la fois d'alerter sur les sources peu fiables, mais c'est aussi d'encourager les sites fiables à l'être encore plus. C'est-à-dire qu'on leur met des scores sur 100 et on leur explique vous échouez sur tel critère, voilà ce que vous pourriez faire pour être plus transparent, plus crédible. Et on est très fiers parce qu'il y a plus de 2000 sites depuis qu'on existe qui ont amélioré leurs pratiques. Ça va des plus grands médias français qui ont ajouté des informations sur leurs propriétaires, sur leur page à propos. C'est des choses très simples, mais c'est des choses qui changent la donne pour le lecteur. Donc moi je pense que il faut plus d'initiatives comme la nôtre, de certification. Il y avait Thibaut Brutin de Reporters sans frontières qui était là ce matin pour parler de la Journalism Trust Initiative. C'est de la même façon, c'est certifier les médias pour aller dire au plus grand nombre, voilà des médias qui sont fiables et les aider à adopter des pratiques d'excellence. Il faut pousser le système, l'écosystème de l'information vers plus de transparence, plus de crédibilité. Et donc, je pense que voilà, il faut imaginer ce genre de pratique. Et la plus grande transparence pour les médias aussi, c'est aussi la proximité avec ses lecteurs. Peut-être retourner à des choses très simples qu'on a peut-être un peu délaissées. Des conférences de rédaction organisées dans des cafés dans la ville. Il y a des médias locaux qui font ça depuis toujours, qui faisaient plus trop ça ces derniers temps, qui se sont remis à le faire. Ce genre de choses, comment on se rapproche de son lectorat, comment on lui explique la fabrique de l'info. De plus en plus de sites font des pages, voilà, qui sont nos journalistes. Voilà comment on fait un article. Je pense qu'il faut être très humble aujourd'hui et se poser cette question, c'est déjà le premier pas et c'est bien. Hello everyone, my name is Marina Fio. Je me présente Marina Field. Je suis là. Voilà. Je vous remercie pour cet échange. Je pense que c'est effectivement, on a précisé que l'intelligence artificielle n'est pas ChatGPT. Donc c'est important de préciser le distinguo. Et nous sommes une organisation de fact-checking en Ouganda et nous construisons une plateforme de fact-checking. Et j'espère à un moment donné qu'on utilisera des outils d'intelligence artificielle. Et est-ce que l'intelligence artificielle peut soutenir le travail de fact-checker? Je pense que c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut automatiser le processus de fact-checking pour renforcer le travail qu'on accomplit. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on va nourrir nos outils localement développés d'IA par rapport à des outils qui ont déjà été développés, ceux en particulier qui ont un parti pris, qui ne nous soutiennent pas vraiment dans notre travail, parce qu'au final, est-ce qu'on est en mesure de construire une intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on peut nourrir ces... Et je ne sais même pas si c'est possible, comment est-ce qu'on peut nourrir ces intelligences artificielles avec de l'intelligence artificielle? Je pense que ce qui est vraiment important, je pense que votre question est vraiment importante.
parce qu'il est important de parler des outils actuellement utilisés d'IA, parce qu'on sait que certains répandent des informations, font des informations ou génèrent des infox. Et il faut les exposer, si vous voulez. Il y a deux camps, en fait. Il y a un camp qui utilise l'IA pour exposer les informations, la désinformation. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Aux États-Unis, on a compté sur la production et en particulier avec les décisions de justice et à l'encontre, par exemple, des personnes, des Afro-Américains, et avec un parti pris. Et si nous voulons des outils crédibles, fiables, eh bien, c'est le problème par rapport auquel nous sommes confrontés. Il faut assurer la crédibilité, la fiabilité des informations. Pour l'électorat, tout le monde au début demandait comment est-ce qu'on peut avoir confiance en les citoyens pour apporter des informations. Et en temps de guerre, les journalistes n'avaient pas la possibilité d'accéder à ce qui se passait sur la ligne de front. Et donc ici, nous avons besoin de développer l'IA, mais il faut prouver que l'IA offre une valeur ajoutée aux journalistes. Sinon, ça ne va pas être possible d'aller de l'avant avec l'IA. Tu es ici. Merci. OK, merci. Dans votre intervention, pardon, je me présente. Je suis Benedita Aloa-Kenou, je viens du Bénin. Je suis militante féministe et je fais partie de la deuxième promotion du programme Connexion Citoyenne 2 de CFI Média. Alors, dans vos interventions, j'ai cru entendre qu'on arrivera à une époque où on doit se préparer à des campagnes de désinformation provoquées ou avec l'aide de l'IA. Je voudrais juste dire que ce ne sera pas à une époque parce que c'est déjà là. Je l'ai vécu parce qu'il y a, depuis 2022, fin 2022, il y a des deepfakes qui ont été conçus sur moi, des deepfakes à caractère sexuel, je précise, sur moi, sur mon équipe. Nous sommes une équipe féministe. Et donc, ces deepfakes-là étaient publiés dans une campagne sur les réseaux sociaux après une campagne que nous autres, nous avons menée sur le cyberharcèlement en ligne. Et donc, cette campagne de désinformation vient avec nos photos. Maintenant, nous combattre la campagne qui avait été menée avec des messages et tout, et du contenu. C'était vraiment des deepfakes à caractère sexuel. On voyait notre tête sur des corps, mais ce n'était pas nous. Ces photos n'existent nulle part. Et aujourd'hui, ça m'amène à une question qui un peu a été brochée, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse. Est-ce qu'on n'arrivera peut-être pas à une époque où, pour combattre l'IA, on aura besoin d'une autre IA? Parce que est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que le monde est prêt aujourd'hui aux conséquences qui seront générées par les intelligences artificielles? Est-ce qu'on est prêt ou on devra encore se servir de l'IA pour pouvoir les combattre? J'ai une dernière question. Nous sommes à l'ère de l'IA, on le sait, mais nous sommes également à l'ère des réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux aujourd'hui m'amène à penser à ces influenceurs-là qui font un travail formidable également dans la lutte contre la désinformation, mais qui en même temps peuvent être des menaces. Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes, les médias ne devraient pas collaborer avec ces influenceurs-là pour lutter contre la désinformation? Merci. Beaucoup de questions. Je ne sais pas qui veut réagir ou... Okay, thank you. Je me présente, Revel, je viens d'Éthiopie. Ma question est spécifique. Africatric. La formation de... alors, Africa Check a contribué à la formation d'un réseau. Il y a 15 ans, ce réseau, au cours de ces 15 ans, ce réseau a réussi à contribuer à la contre-désinformation. Et donc, je pense que nous devons leur faire la même chose.
finalement démarrer des initiatives pour construire des outils pour faciliter le travail de nos fact-checkers et trouver également des moyens de soutenir les au niveau de chat GPT. Donc, en termes de voie mondiale, qu'est-ce qui est fait? Il y a eu des discussions, des échanges pour réfléchir au rôle que des outils comme, alors générés par l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, et quel est leur impact en termes de information, désinformation. Donc il n'y a pas eu de réponse officielle, mais nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces travaux. Par une consoeur du Bénin, notamment à savoir si dans les jours, les mois, les années à venir, on ne va pas créer une IA pour combattre une IA qui existe encore. Et le deuxième volet de sa question, c'était justement savoir, est-ce qu'il ne faut pas une synergie entre les journalistes et les blogueurs pour lutter efficacement contre la désinformation? Je vais essayer de répondre sur la première partie, la première question qui était est-ce qu'il y a des IA qui vont contrer d'autres IA? Ça existe déjà, c'est un peu une course à l'armement et de toute façon, la plupart des IA sont des IA probabilistes. Travailler avec des IA probabilistes, c'est super, on arrive à de bons résultats, mais comme son nom l'indique, c'est probabiliste, c'est-à-dire qu'il y a une part probable qu'elle ne soit pas capable de faire ce qu'on lui demande. Et donc, quand vous mettez deux IA l'une en face de l'autre, celle qui est censée contrôler la première va faire du faux positif ou du faux négatif. C'est très marquant actuellement avec les détecteurs de texte qui sont faits par ChatGPT ou d'autres modèles de langage. Ils sont capables d'en détecter une partie. Et puis, ils sont aussi capables de détecter un test de Proust comme étant sorti de ChatGPT, alors que c'est un texte qui a été produit il y a plus d'un siècle. Donc, il faut faire très attention avec ces outils-là. Ils ne vont pas être la solution à tous nos problèmes de deepfake, de manipulation d'images ou de manipulation d'outils. Ça sera un outil parmi tant d'autres. Il y aura des IA qui seront des outils parmi tant d'autres qui vont... oui, vous donner des pistes en vous disant peut-être, probablement, ce texte a été produit par une autre IA à 75%. Peut-être que cette image, il y a 2-3 petites choses qui font dire que voilà, c'est pas une vraie image. Mais il n'empêche qu'on va arriver à un moment donné où la production de contenu sera quasi réelle par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc l'IA en face aura beaucoup de mal aussi à trouver. Après, il y aura toujours une course à l'armement et puis ça durera comme ça un moment. Pour la deuxième partie, par contre, je vous laisse. Peut-être réagir rapidement sur la synergie qu'il faut construire pour lutter contre la désinformation, journalistes, blogueurs. يعني للصديقة أنا الشخص الذي يؤمن بالتشبيك وبالعمل. Je crois fermement dans le réseautage, dans la collaboration entre les influenceurs et les blogueurs. Sans ça, on ne peut pas réussir. Je pense qu'on a déployé des efforts considérables pour soutenir le réseautage au niveau régional et national. Je pense que CFI fait ça. Et ils sont là pour ça. Et il y a 15 ans, on a formé... et on a essayé de faire le lien entre plus de 4000 journalistes et vérification de facts dans tout le monde arabe et plus de 16 pays arabes. On a enjoint de travailler ensemble. Et sans ça, il n'y aura pas de protection contre les diffamations. On ne peut pas être protégé par les méchancetés, différents titres, la haine. Et ils ne peuvent pas lutter contre. Ils ont besoin de travailler ensemble, de collaborer. Et je pense qu'à 16h15, il y aura une session justement sur les vérificateurs. Et il y a un réseau. Et on va parler de l'importance du réseau de vérification de faits. Ils ont rassemblé plus de 38 fact-checkers
et plus de 250 et de 11 pays arabes. On en parle de comment on peut collaborer avec Africa Tchèque. Sans ce réseautage, il y a un point faible. On ne peut pas lutter puisqu'on lutte contre les leaders qui sont contre les dictateurs qui exploitent l'intelligence artificielle contre nous pour opprimer la voie démocratique. Il faut travailler ensemble. Seul, on ne peut rien faire. Une main ne peut pas frapper, il en faut deux. On fera un petit exercice assez amusant et on pourra prendre une pause ensuite avant de lancer la dernière salve d'atelier. La question, je vous en prie. Bonjour, moi c'est Lassina Nyangali, journaliste malien. Je suis cofondateur du site lejalon.com qui est basé au Mali. C'est l'un des médias les premiers à faire le fact-checking au Mali. Aujourd'hui, je travaille à Niamey sur le projet des Infox au Niger. Alors, parfois, dans nos pays, les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que fact-checker, c'est la vérification des messages audio. Et souvent, c'est des conversations téléphoniques entre deux personnalités. Parfois, c'est des clonages de voix, des types de fausses informations face auxquelles nous, les petits médias, nous n'avons pas de réponse. Est-ce qu'à votre niveau, la question s'adresse notamment aux confrères de Africa Tchèque? Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des outils qui vous permettent aujourd'hui d'authentifier un message vocal? Merci. No. It's a far more complex. Non, c'est beaucoup plus complexe. Hein. On en a parlé, mais comme l'audio et la vidéo sont très compliqués à vérifier. Thanks to all of you.